la fertilité n'est pas touchée, n'est pas différente par rapport à la population générale en cas de Mickey en rémission. Par contre, dans les états inflammatoires au niveau de l'appareil tubo-ovarien, les adhérences chirurgicales, les aménorrhées secondaires peuvent influencer la fertilité, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Donc, ça dépend des organes. Alors, pour la dysfonction érectile, la dyspareunie, l'éjaculation rétrograde, toutes ces situations peuvent diminuer la fertilité. Alors, il n'y avait pas de preuves qui ont démontré la diminution de la fertilité due à l'emploi des médicaments. Donc, la transmission de la maladie à l'enfant n'est pas certaine. Le risque de développer une maladie de Crohn est de l'ordre de 5% lorsqu'un des parents est atteint de Mickey, sinon elle est de 2% les moindres dans la RCH, mais lorsque les deux parents sont atteints de Mickey, elle est de l'ordre de 30%. Donc, plus de 80% des grossesses étaient menées sans complications et sans risque. Par contre, en cas de maladie active, étaient corrélées à des complications obstétricales ou bien au cours de la grossesse. Alors, la survenue d'une grossesse influence les Mickey, c'est-à-dire avec un taux de 30% de poussée ou bien de rechute sur un suivi de 9 mois. Il est conseillé alors d'évaluer l'activité de la maladie, de supprimer le tabac, d'informer les patientes de l'importance d'une observance des traitements au cours de la grossesse, arrêter tout médicament tératogène comme le méthotrexate chez l'homme 3 à 6 mois avant la conception, chez la femme 24 heures avant l'ovulation. Changer sulfasalazine par les 5-ASA, sinon rajouter de l'acide folique. Réaliser un bilan carentiel, corriger toutes les carences, évaluer le risque thromboembolique et sans oublier de dépister le cancer du col utérin par un frottis cervico-utérin. Au cours de la grossesse, il faut très bien suivre les patientes avec des suivis rapprochés par les gastro-entérologues tous les 3 mois, les obstétriciens tous les mois. Donc, insister sur l'observance au traitement, adapter les traitements à chaque poussée de la Mickey, discuter la balance risque-bénéfice des traitements maintenus pendant la lactation et aussi revoir et mettre à jour revoir les vaccinations du nouveau-né si nécessaire. Donc, en cas de nécessité, n'hésitez pas de réaliser certains examens comme l'échographie Doppler, l'IRM, mais sans injection de galop qui sont autorisés au cours de la grossesse. En cas de poussée de Mickey pendant la grossesse, le choix du traitement d'une poussée va dépendre de la sévérité de l'activité de la maladie et de l'âge gestationnel. Et ceci suivant à une décision d'une équipe pluridisciplinaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc, tous les médicaments sont autorisés pour traiter la poussée, qui ont une efficacité supérieure par rapport à l'azatioprine. Si la poussée survient au-delà de 37 semaines d'aménorrhée, discutez un accouchement précoce avec l'obstétricien si possible. Donc, l'emploi des médicaments, bien des traitements des Mickey pendant la grossesse, relève de plusieurs problèmes de sécurité. Alors, afin de maintenir une rémission pendant la période périconceptionnelle de la grossesse, et ceci est une priorité absolue, en utilisant les traitements appropriés, même si intensifs. Il faut insister sur l'observance des médicaments et aussi, il faut se poser la question. Quel traitement possible pendant la grossesse? Alors, on va les classer en des traitements interdits. Donc, thalidomide, méthotrexate et aussi les anti-JAK sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Mais si la grossesse survient sous méthotrexate, il faut immédiatement interrompre le médicament et relier par un traitement efficace avec supplémentation à forte dose d'acide folique. Les traitements qui nécessitent certaines précautions, comme les dérivés salicylés, qui ont un risque très faible au cours de la grossesse, mais à condition de limiter la dose à 2 grammes par jour. Sulfasalazine, il suffit de rajouter de l'acide folique à 2 à 5 mg par jour. Pour les antibiotiques, il est nécessaire il faut savoir que leur utilisation est possible, mais avec des précautions. Donc, il faut éviter l'utilisation, l'emploi de ces antibiotiques, surtout au premier trimestre. Pendant l'allaitement, ils sont à éviter et il faut
c'est-à-dire contrebalancer le risque-bénéfice afin de traiter la poussée. Donc, il faut préférer traiter la poussée que le risque que peut encourir pendant la grossesse. Pour les anti-TNF-alpha, ce sont des médicaments qui sont utilisés en toute sécurité. Donc, il n'y a pas d'effet tératogène. Le passage des anticorps donc existe et sont d'intensité croissante. Considérez tous les enfants exposés in utero aux anti-TNF comme immunodéprimés dans leur première année de la vie. Les taux d'infliximab ou DADA sont détectables jusqu'à 6 à 12 mois de vie. L'allaitement, bien, chez les femmes qui allaitent, ces médicaments ne sont pas contre-indiqués. Il est nécessaire de poursuivre jusqu'au terme si la MICI est active ou réfractaire au traitement conventionnel, mais si rémission, il faut discuter au cas par cas, surtout chez les femmes qui ont une rémission prolongée et soutenue. Informer les pédiatres sur l'exposition in utero aux biothérapies, donc insister sur la vaccination, donc suivre le calendrier vaccinal standard pour les vaccins non vivants qui doit être maintenu, mais les vaccins avec des virus vivants ou atténués, donc il faut les interdire jusqu'à 12 mois de la vie ou jusqu'à ce que le traitement biologique ne soit plus détecté chez le nourrisson. Pour les autres traitements biologiques, donc pour vedolizumab et l'ustekinumab, peuvent être utilisés au cours de la grossesse, suivant ces cohortes rétrospectives, mais qui ont été confirmées par l'étude NOVA et l'étude CONSAVE pour l'ustekinumab. Mais il faut, il faut tracer un suivi très très attentif et régulier et rapproché pour ces médicaments, car les données restent jusqu'à maintenant très limitées. Pour les traitements qui sont utilisés sans problème sont les corticoïdes, le budesonide, les immunosuppresseurs, l'azatioprine. Il suffit de respecter le délai de 6 heures entre la prise orale et aussi l'allaitement. Ne pas les interrompre dans le seul but d'autoriser une grossesse si l'indication était formelle. Alors un tableau qui résume tous les médicaments qui sont autorisés, qui sont interdits donc au cours de la grossesse, mais ceci lors des dernières recommandations de 2015 qui ont été mises à jour en 2023 en autorisant l'ustekinumab et le vedolizumab au cours de la grossesse, mais les anti-JAK2 restent contre-indiqués. L'accouchement par voie naturelle est possible pour les femmes qui ont une MICI. Quand est-ce qu'on va préconiser une césarienne? Que lorsqu'il y a des LAP actives ou bien lorsque la patiente a subi une proctocolectomie avec anastomose ilio-anale. Une patiente porteuse de MICI peut allaiter. Donc, l'allaitement n'expose pas la patiente à un risque de rechute de la maladie et aucun médicament, ou bien la plupart des médicaments, sont autorisés au cours de l'allaitement. Reprendre le traitement biologique le plus tôt possible après l'accouchement. Le taux de rechute est de 25%, surtout au cours de la RCH, et ceci va dépendre de l'activité de la maladie pendant le 3e trimestre, et ceci aussi en rapport avec l'arrêt ou la diminution des doses des traitements pendant le 3e trimestre, et aussi sur la durée longue de la maladie. Les chirurgiens, vous pouvez opérer les malades Crohn ou bien RCH, donc qui sont enceintes, et les indications sont les mêmes par rapport aux patientes non enceintes. On revient à nos patientes. Donc, Keltoum, qui était en période de conception, après avoir été évaluée, elle a été rassurée donc, par notre consultation. Donc, dans notre consultation, Sarah, qui n'était pas rassurée, donc elle avait des questions qui n'ont pas été soulevées pour le problème de fertilité, le devenir de la grossesse, les effets secondaires de l'enfant, bien des médicaments sur l'enfant à naître. Donc, elle a réalisé une FIV. Et sa grossesse, elle a été menée en toute sécurité jusqu'au terme avec un poids normal du nouveau-né. Nassima aussi, elle a mené une grossesse à terme sans complications, accouchement par voie basse. Le poids du nouveau-né était à 3200 grammes. Selima, par contre, elle a présenté une poussée sévère en postpartum. Alors, pour une meilleure traçabilité
Chez les patientes qui désirent de grossesse, il faut savoir que la survenue d'une grossesse sur une Mickey est une situation exceptionnelle pour un médecin traitant ou un gynécologue, mais pas pour un gastro-entérologue. Il faut savoir que le désir de grossesse chez une patiente en rémission doit être encouragé et doit être accompagné à partir d'un suivi multidisciplinaire régulier, incluant l'obstétricien, le gastro-entérologue. Devenir de ces grossesses ne diffère que très peu de la population générale. Tous les traitements sont pratiquement possibles et la bonne observance pour assurer le bon contrôle de la maladie doit être encouragée afin de fonder plutôt une famille heureuse, donc de Mickey, et surtout, il faut suivre les recommandations des sociétés savantes et pour tout médicament dont la prescription est envisagée pendant la grossesse, consultez le site Le CRAT. Merci pour votre attention. Merci, professeur Kassama, pour cette belle présentation. Alors, la suivante, donc c'est la désescalade thérapeutique dans la maladie de Crohn. Quand et comment? Ces dernières années, on assiste à des publications utilisant l'expression désescalade thérapeutique. Donc, ce n'est que de bon augure. Ça témoigne d'une tendance à une certaine évolution des idées, une tendance à simplifier les prises en charge et les traitements, et donc d'une bonne maîtrise de la prise en charge. Donc, j'invite le docteur Gamard pour cette deuxième présentation. À vous la parole. Merci, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour l'invitation, mais je ne les remercie pas pour l'intitulé de ma question qui est difficile, et surtout dans notre contexte. La désescalade, oui, j'ai un problème de laryngite aujourd'hui. La désescalade thérapeutique dans la maladie de Crohn est un sujet très contemporain. C'est nouveau, même dans les pays où ils ont déjà plus de 20 ans d'expérience biologique. Dans la maladie de Crohn, il faut savoir que depuis l'avènement des anti-TNF, nous avons changé nos habitudes de prescription, nous avons changé la prise en charge des patients Mickey. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de changer nos objectifs thérapeutiques qui ont évolué au cours du temps, depuis la clinique jusqu'à la cicatrisation muqueuse. Et ces dernières années, on parle même de rémission profonde et cicatrisation transmurale. Tout cela, c'est au prix de escalade thérapeutique et au prix d'optimisation thérapeutique. Donc pendant très longtemps, on nous dit optimiser, optimiser, optimiser. Et maintenant, on change de donne et on nous parle de désescalade thérapeutique. Comme vous allez voir, c'est un sujet qui est nouveau et les recommandations sont vraiment récentes. Alors, bien entendu, si on escalade les traitements parce qu'on a un objectif de cicatrisation, si on augmente et on fait de la combothérapie, donc anti-TNF plus immunosuppresseur, ça va forcément, ce patient qui au départ est en poussée et ensuite il se trouve en rémission, il va se dire je suis bien, je suis en train de prendre un traitement lourd de la combothérapie et il va être demandeur d'arrêter les traitements ou de désescalader, c'est-à-dire de diminuer. Ça peut être la décision d'un patient parce qu'il va bien, rémission prolongée, et il se dit pourquoi pas je diminue, ou bien la décision d'un médecin parfois parce que le patient prend de l'âge, ou bien parce qu'il y a un effet secondaire. La décision de désescalade thérapeutique, c'est exactement la même approche que la décision quand on prend en charge un patient. C'est-à-dire qu'on doit évaluer les risques et les bénéfices. On doit discuter chez ce patient quel est le risque de la rechute de la Mickey si on arrête les traitements, ses conséquences et l'efficacité d'un retraitement qui vont guider la décision. Ils sont comparés aux effets secondaires potentiels d'un traitement prolongé. Donc c'est vraiment une discussion et une décision partagée avec le patient. Il faut savoir qu'il y a peu de données prospectives randomisées et on va donc essayer de voir que disent les recommandations, les premières et les dernières jusqu'à ce jour qui ont été émises par les consensus éco en 2018. Il faut savoir qu'on a pu donc répertorier les facteurs de risque de récidive qui sont
pour la maladie de Crohn, principalement sur des données rétrospectives. Pour la maladie de Crohn et les RCH, il faut retenir chez le sujet jeune au diagnostic moins de 18 ans, donc cela, il ne faut pas trop les écouter et aller arrêter les traitements. Le sexe masculin, concernant la maladie de Crohn, c'est la maladie de Crohn étendue, plus de 50 cm de grêle atteint. Les lésions anopérinéales, vous savez que c'est des malades sévères et c'est compliqué de les mettre en rémission. Et quand on arrive à la rémission, il ne faut pas trop aller désescalader. Et bien sûr, le patient maladie de Crohn qui reste fumeur. Et donc, toujours avoir cette notion de discussion avec le patient et décision partagée pour évaluer la maladie de Crohn. On va essayer donc de poser les questions. Est-ce que la maladie a été difficile à mettre en rémission? Est-ce que la rémission est profonde? Est-ce qu'en cas de rechute, le risque de complication est important? Donc, par exemple, un patient qui a une pancholite avec des lésions anopérinéales et un patient qui a juste une atteinte de la dernière anse ciliale, c'est pas kiff-kiff. Si le patient rechute, la dernière anse, je peux opérer, ça se passe bien. Par contre, le patient qui a une atteinte étendue, qui a des lésions anopérinéales, là, le pronostic est beaucoup plus sévère et donc je ne vais vraiment pas arrêter le traitement dans ce cas. Concernant le patient, vous savez tous, il y a des profils de patients qui sont différents et il y a des patients qui sont sérieux, qui viennent à la consultation, qui surveillent, qui s'inquiètent de leur maladie, de leur avenir, et il y en a d'autres non. Et il faudra donc discuter avec ces patients. Est-ce qu'ils sont d'accord si jamais ils récidivent, ils reprennent le traitement? Et bien sûr, le patient qui fume, il faut tout faire pour arriver au sevrage du tabac. Et finalement, pour évaluer la maladie avant la désescalade, la maladie de Crohn réfractaire, c'est la maladie de Crohn qui est difficile à amener à la rémission. Par exemple, on a des patients, on leur met des traitements biologiques, mais ils sont en échec primaire, on est obligé de switcher ou de passer. Ce n'est pas tout à fait notre problème en Algérie parce qu'on n'a pas de switch, on n'a que 2 anti-TNF et donc on ne peut pas changer de classe thérapeutique. Donc déjà, ces patients-là, on ne discute pas, s'ils répondent, on ne fait pas de marche arrière. Patients optimisés d'emblée, là aussi c'est des patients difficiles. Et bien entendu, on peut céder des taux résiduels des anti-TNF pour discuter de la désescalade. Et élément très important, on ne parle pas de désescalade avec quel que soit le type du patient s'il n'est pas en rémission profonde. Rémission profonde qui doit dépasser, on dit au minimum 1 an, donc si le patient est en rémission au bout de 4 ans, 5 ans, en fonction de son cas, on peut discuter, mais sinon, on ne discute pas de désescalade. Et persistance des lésions muqueuses, comme vous le savez, quand on fait une endoscopie, on a encore des lésions, ça veut dire qu'il y a de la poussée et c'est des facteurs de mauvais pronostic pour éventuellement évoluer vers une poussée plus sévère. Il est très important, avant de décider de la désescalade, de faire un bilan morphologique, bien entendu l'endoscopie et éventuellement l'IRM. Maladie de Crohn cicatrisée, ça veut dire quoi? Le consensus ECO-STRIDE, le dernier qui a été établi en 2021, a bien précisé que pour la maladie de Crohn, ce n'est pas kiff-kiff comme la RCH où on doit avoir 0 ulcération. Là, il ne faut pas avoir des ulcérations, mais on ne peut pas avoir une muqueuse cicatrisée à 100% comme dans la rectocolite hémorragique. Il faut donc évaluer les risques de complications à l'arrêt. Je l'ai dit, lésion anopérinéale, attention, maladie étendue au-delà de 50 cm du grêle, risque de complications pariétales quand on a déjà un patient qui a des complications, il vient avec des fistules, il vient avec une sténose, là aussi ce n'est pas un malade chez lequel on va discuter la désescalade, et bien sûr, les patients qui n'arrivent pas à cicatriser malgré l'optimisation, quand on fait l'endoscopie, ils ont toujours des lésions, ceux-là, il ne faut certainement pas aller les écouter et arrêter le traitement. Aussi, la part pour le patient, il faut informer du risque de rechute. En moyenne, il faut savoir que 30% du risque de rechute dans l'année, un patient sur 2 n'est pas prêt à reprendre parfois ce risque. Donc, il faudra discuter toujours avec les patients. Acceptation d'un programme de surveillance. Arrêter un traitement ne veut pas dire tu es guéri, tu rentres chez toi, tu ne reviens plus faire les contrôles. Et c'est là où il faut insister et voir est-ce que le patient va revenir parce qu'en général, dès qu'ils vont bien, ils ne reviennent pas du tout. Donc là aussi, il faut les informer. Accord pour la reprise d'un traitement et, bien entendu, insister sur le sevrage du tabac. Alors, désescalader le traitement, c'est comment? Il faut savoir que maintenant, il y a des traitements soit en monothérapie,
anti-TNF isolé, tel que par exemple adalimumab, ou bien Immurel, mais on le donne de moins en moins dans la maladie de Crohn en monothérapie. En combothérapie, on va donner un anti-TNF ou un biologique avec un immunosuppresseur Immurel ou méthotrexate. Et donc, la discussion de désescalade va se faire en fonction du cas. Soit il est en monothérapie et donc, s'il était optimisé, on va réduire la dose. Sinon, dans certains cas, on peut interrompre. Et en combothérapie, réduire la dose d'un ou des deux traitements ou bien interrompre un ou des deux traitements. Désescalade thérapeutique dans la maladie de Crohn. Il n'y a pas beaucoup de données disponibles, mais je vais vous détailler un peu cette étude SPAR qui je trouve intéressante parce qu'en fait, c'est une étude multicentrique, randomisée, contrôlée. On prend des patients qui ont une maladie de Crohn qui vont bien. On parle que des patients qui sont en rémission profonde. Et on va avoir 3 bras. Après la rémission profonde, on va avoir des patients qui vont continuer le traitement en combothérapie, infliximab avec Immurel, d'autres. Un autre bras, on va arrêter infliximab et un autre bras, on va arrêter Immurel. Et là, on va essayer pour objectif de voir quel est le taux de rechute et délai moyen de rémission. Et vous voyez qu'à 2 ans, 36%, quand ils sont quand on arrête l'immunosuppresseur, c'est 36% de rémission. Par contre, si on arrête l'infliximab, c'est 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours privilégier l'arrêt de l'immunosuppresseur. Quand on a Immurel et infliximab, on arrête Immurel au bout de 2 ans ou 3 ans, 2 ans de rémission et non pas l'infliximab. Durée de rémission quasi identique dans ces cas parce qu'ils sont très bien suivis. Et le retraitement, heureusement, quand ça ne marche pas, il est efficace, 90% des cas. Là aussi, c'est une bonne alternative où on nous dit que quand on a de la combothérapie, vous pouvez diminuer la dose de l'Immurel. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 2,5 mg comme on traite un patient sous Immurel, quand il est en combothérapie, on peut donner la moitié de la dose. Et le travail a montré qu'on avait exactement les mêmes résultats. Pareil pour les autres études que je vais passer rapidement, je vais juste vous donner les résultats pour vous dire que une monothérapie, par exemple, on prend infliximab et optimisé. Le malade va bien et au bout au bout de 6 mois d'optimisation, ils ont tenté de désescalader, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre le régime à 10 mg kg, je vais descendre à 7 ou à 5 mg kg et ils voient que quand le patient est en rémission profonde et que le taux du taux résiduel des anti-TNF est dans les normes, entre 3 et 7 par exemple pour l'infliximab, et bien ça se passe bien. Et il faut surveiller. Et dans d'autres cas, il y a donc en général une récidive à un patient sur 3. En monothérapie aussi, adalimumab, il nous arrive de mettre les patients sous ADA, on les optimise et ensuite dans cette étude de l'ADI hollandaise, ils ont essayé de désescalader. Désescalader, c'est-à-dire qu'ils étaient à ADA toutes les semaines et ensuite on va passer à ADA toutes les 2 semaines. Ils ont remarqué que quand un patient est en rémission totale, au bout d'1 année, les 2 schémas pouvaient, donc quand le patient est bien suivi et qu'il est en rémission, on n'a pas une grande différence entre les groupes. Monothérapie Immurel, par exemple, le seul, et c'est ce qui se faisait avant, et c'est la raison pour laquelle, quand on met un traitement Immurel avant, on nous disait vous restez 4 ans, et ensuite on nous dit si le malade va bien et qu'il y a des risques, on peut aller jusqu'à 8 ans. Et là, s'il y a une cicatrisation, on diminue malgré la cicatrisation. Quand c'est Immurel seul, ça peut récidiver. Donc, au bout de 2 ans à 30%, 50 à 75% à 5 ans. Mais l'élément qui est rassurant, c'est que le retraitement, 75% de réussite. Pareil pour la monothérapie anti-TNF, quand on arrête, il y a de la récidive, 40%, 30 à 40% à 1 an, 50% à 2 ans. Et le retraitement donc, améliore plus de 50% au bout d'1 année. Ce qu'il faut retenir, c'est que les modalités de surveillance après une désescalade ou un arrêt thérapeutique, c'est très important. C'est-à-dire que ce patient, au bout d'un certain temps, on se dit oui, il a bien répondu, il est en rémission, cicatrisation totale de sa muqueuse. On va dire c'est un Crohn gentil qui a très bien répondu à la biothérapie, par exemple adalimumab, et qu'il a envie d'arrêter, ou bien un combo. Eh bien là, il faut
on peut discuter de l'arrêt chez certaines catégories de patients, et on a vu donc les profils de patients qui répondent bien, à condition de faire une surveillance, et la première année, elle est capitale, parce que la plupart des rechutes, c'est entre 6 à 12 mois. Bien sûr, quand c'est disponible, la calprotectine fécale est une bonne alternative à la coloscopie, et la surveillance clinico-biologique doit se faire tous les 3 mois au début. Il faut savoir que la calprotectine fécale, quand c'est disponible, c'est un monitoring qu'il faut faire pour voir à quel moment ça monte. Et quand ça dépasse 200, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les symptômes, il ne faut pas attendre les lésions au niveau de la muqueuse. Il faut aller déjà en proactif escalader les traitements. En pratique, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que le risque de rechute est d'environ de 20%, en gros, chez les patients bien sélectionnés, jusqu'à plus de 40% en cas de facteur de risque. Ne pas désescalader en cas de lésion anopérinéale, ça on l'a dit, en cas de lésion étendue, malades difficiles à mettre en rémission, non cicatrisés, et surtout chez les malades optimisés, ça veut dire qu'ils sont un peu sévères, il faut faire très attention. La décision médicale partagée, informer le patient du risque de rechute. Il faut faire un suivi rapproché et il faut aussi proposer la reprise du traitement, même quand il n'y a pas de symptômes, c'est-à-dire dès qu'il y a une escalade de la calprotectine, quand le suivi est fait avec la calprotectine, pour essayer de démarrer. Contrôle serré post-arrêt, ça c'est vraiment les recommandations. Donc en conclusion, il faut dire que la rémission profonde, clinique et endoscopique est impérative depuis au moins une année avant d'envisager une désescalade ou un arrêt de traitement, que la décision médicale doit être partagée avec le patient pour le choix du moment et les modalités de désescalade. Il faut informer le patient du risque de rechute et la nécessité de surveiller pour justement démarrer le traitement très tôt. Une surveillance rapprochée est indispensable avec un dosage de la calpro parce que maintenant c'est une alternative pour ne pas faire trop d'endoscopie, mais faudrait-il que ça soit disponible et pas cher en Algérie pour pouvoir l'utiliser. En cas de maladie de Crohn anopérinéale ou d'atteinte sévère, là on a dit il ne faut vraiment pas tenter l'arrêt. Voilà, ça c'est juste un algorithme qui donne toutes les précisions de ma présentation, où on regroupe les facteurs de risque et dans quelle situation on doit surveiller et comment on doit éventuellement reprendre le traitement si le malade, on l'a désescaladé. Je vous remercie. Donc, on remercie le docteur Gomal pour son excellent exposé, qui est riche en informations. Et sans plus tarder, on appelle le professeur Waheb pour nous parler de son expérience dans la prise en charge de la maladie de Crohn fistulusante. À vous la parole. Salam alaikum. Je remercie les organisateurs, Dr Bougadouma, Dr Abdelatif, de m'avoir permis d'être parmi vous pour parler de la maladie de Crohn fistulusante. Merci. Voilà, merci. Donc, comme tout le monde le sait, donc la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, avec prédilection du grêle, 80% des cas. C'est une maladie en nette augmentation dans le monde entier, et notamment en Algérie. C'est une pathologie du sujet jeune, avec une légère prédominance féminine. On a 3 types dans cette maladie. Donc, on a la forme purement inflammatoire, la forme sinusante, la forme infiltrante. Pour qu'il y ait une fistule, il faut qu'il y ait une communication entre 2 segments non anatomiques. Les manifestations d'une fistule précèdent parfois la maladie. Donc, 80% des maladies de Crohn, des patients atteints de maladie de Crohn vont compliquer. Et donc, 35% vont fistuliser. Donc les fistules
retrouvés sont les fistules entéro-entérales, entérocoliques, entérovésicales, rectovaginales, entérocutanées, des abcès intra-abdominaux et les lésions anopérinéales. Ces fistules sont très morbides pour le patient, donc qui vont rendre sa vie désagréable avec une difficulté thérapeutique pour le soignant. Pour comprendre les fistules, il faut comprendre tout d'abord la physiopathe. Donc, pour qu'il y ait une formation d'une fistule, il faut que la maladie passe par 3 étapes. On a l'étape inflammatoire, la